Donc, je vais tenter de répondre aux questions posées, mais aussi je vais tenter de couvrir quand même un rappel de la matière. Donc, durant ce cours, nous avons fait, dans le cadre d'une douzaine de séances, les principales étapes, les principaux concepts, les principales méthodologies liées à la mesure du rendement des programmes publics en privilégiant une approche particulièrement basée sur les méthodes dites économiques et financières. Nous avons commencé le premier chapitre introductif en mettant de l'avant les principales étapes de la mesure donc, du rendement par la méthode coût-bénéfice. Nous avons identifié un certain nombre d'étapes que vous avez évidemment dans les premières acétates qui vont de l'identification du problème en préalable jusqu'à l'identification des principales alternatives de solutions avec progressivement l'examen donc des métriques requises pour quantifier les coûts et les avantages, la précision quant aux échéanciers durée de vie, la conversion et le choix d'unités monétaires, la sélection d'un taux d'actualisation et d'un certain nombre de postulats avant de convertir donc toutes les métriques des coûts et des bénéfices en numéraire, monétaire principalement, et commencer donc les opérations d'estimation avec des indicateurs que nous avons plus ou moins traités durant le cours: la valeur actualisée nette, le taux de rendement interne, le délai de récupération, le ratio bénéfice-coût, avec, quand on peut, le recours aux méthodes mesurant l'utilité, les coûts-efficacité, pour arriver à avoir donc des indicateurs de rendement permettant de discriminer entre les options les plus, je dirais, intéressantes du point de vue de la société, parce que l'hypothèse principale, c'était toujours un travail dans le cadre d'évaluation qui s'inscrit dans l'optique économique des intérêts, des coûts et des avantages du point de vue de la société, pour arriver à éclairer la décision, la justifier par ces indicateurs et par un peu les métriques qu'on peut prendre et qui sont toujours considérés comme des indicateurs. Et qui dit indicateur dit estimation avec ses limites et ses forces, mais c'est, comme on le disait dans le cours, on ne peut pas évidemment s'assurer que c'est des estimateurs ayant une certitude totale, d'où l'importance de faire des tests de sensibilité pour choquer ces résultats-là et s'assurer que les bons scénarios restent solides et fiables, même avec la prise en compte donc, des risques, des incertitudes. Donc voilà un peu rapidement la première séance introductive. Nous avons traité d'un certain nombre aussi d'indicateurs dans la séance qui a suivi, et principalement la VAN, la valeur actualisée nette, qui n'est rien d'autre qu'une mesure de la valeur ajoutée par le programme à une société donnée. Et la VAN constitue, je dirais, un indicateur qui permet de statuer tout compte fait, donc bénéfice moins les coûts, et avec, je dirais, les paramètres de l'actualisation et de la durée de vie du projet, d'estimer la vanne
pour éventuellement arbitrer entre des projets ou encore juger de la rentabilité d'une intervention à mesure que cette vanne est positive ou nulle. Nous avons aussi mesuré le taux de rendement interne parce que la vanne a un certain nombre d'avantages. Elle permet donc de mesurer l'ampleur du rendement. Ça donne une estimation globale des avantages nets ou des bénéfices nets rapportés au présent, parce que généralement nos évaluations se font de manière exemptée, comme on l'avait vu. La vanne a donc cet avantage, mais elle a aussi des limites. La principale limite a trait au choix du taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation n'étant pas le même pour les différents pays, parfois même pour les différents secteurs, le taux d'actualisation est un tant soit peu chargé d'éléments subjectifs comme la patience et l'impatience des gouvernements, des décideurs. Elle est aussi plus ou moins chargée d'éléments pouvant toucher le contexte économique dans son ensemble, donc tout ce qui est risque, tout ce qui est inflation, tout ce qui est rendement et coût d'opportunité du capital. Nous avons vu, et vous l'avez travaillé dans le cadre du TP numéro 3, vous avez travaillé sur le taux d'actualisation et vous avez constaté qu'il n'y a pas de consensus à ce sujet. Les méthodes sont au moins s'apparentent au moins à deux familles. La famille du coût d'opportunité du capital et la famille des préférences intertemporelles. Donc, je reviens, la vanne est vulnérable à son taux d'actualisation, d'où l'importance de considérer d'autres indicateurs alternatifs. Le taux de rendement interne constitue un indicateur alternatif dans ce sens où il permet d'éviter le choix arbitraire d'un taux d'actualisation et le taux de rendement interne n'est rien d'autre qu'un indicateur qui estime le taux d'actualisation, donc le taux d'actualisation pour lequel la vanne s'annule, donc pour lequel l'ensemble des bénéfices couvre l'ensemble des coûts. Donc c'est comme un seuil critique qui est important à savoir. Alors, le tri n'est rien d'autre que le taux d'actualisation qui permet d'annuler la vanne. Lui aussi, le tri peut ne pas être parfait parce qu'il est évidemment vulnérable aux techniques de calcul. Il peut ne pas exister parce que le tri s'appuie sur une racine énième, donc peut ne pas exister. Le modèle peut ne pas converger et on peut ne pas trouver un tri. Si on trouvait un tri, on peut aussi trouver plusieurs tris parce que la vanne peut passer par différents cycles, elle peut s'annuler, passer du positif au négatif. Donc, peut ne pas exister, peut ne pas être unique, et c'est pour cela que le tri est aussi vulnérable. Maintenant, les deux méthodes se complètent. Le ratio bénéfice-coût s'apparente à ces deux indicateurs parce qu'il utilise les mêmes intrants, donc les coûts et les bénéfices actualisés pour la durée de vie du projet ou du programme à évaluer. Le ratio bénéfice-coût n'est rien d'autre qu'un rapport entre la somme des bénéfices et la somme des coûts
Idéalement, ce ratio bénéfice-coût doit être actualisé parce que le principe de l'actualisation, c'est un principe économique majeur qui permet de rapporter au présent des valeurs et des flux futurs. L'indicateur réduit donc le rendement à un rapport, à un ratio. Donc, c'est une logique divisive qui rapporte des quantums, bénéfices et coûts, et s'interprète comme le rendement de chaque dollar investi en coût rapporte-t-il plus ou moins $1. Et au regard de cet indicateur-là, on peut statuer que si le ratio est supérieur à 1, il y a un rendement qui permet de constater que les bénéfices couvrent les coûts, est égal à 1, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence. Inférieur à 1, ça veut dire que les bénéfices actualisés ne couvrent pas les coûts. Donc voilà les 3 premiers indicateurs. Donc chacun a ses avantages, ses inconvénients. Le ratio bénéfice-coût, on a relativement quelques inconvénients, même s'il est pratique. Les inconvénients, c'est qu'il est vulnérable au choix d'attribution des coûts et des bénéfices, numérateur ou dénominateur. Et évidemment, la comptabilité créative ou un peu les façons de faire des évaluateurs peuvent nous ramener à peut-être à affecter des coûts comme des manques à gagner et les ramener aux bénéfices. L'inverse est vrai. Le ratio bénéfice-coût peut ne pas indiquer de façon assez intuitive et globale le rendement global d'un projet, donc parce qu'il ramène les bénéfices sur les coûts. Et du coup, ça simplifie l'opération, mais ne donne pas une indication sur l'ampleur des rendements d'un projet. Les 3 indicateurs sont aussi vulnérables aux difficultés de mesure, des bénéfices dans le long terme. Il arrive que les projets ont des coûts et des bénéfices qui sont difficilement mesurables. D'où l'importance de peut-être chercher d'autres indicateurs. Les autres indicateurs qu'on a regardés, c'est le ratio coût-efficacité et le ratio coût-utilité. Pardon. Pour le ratio coût-efficacité, l'idée étant de ramener des quantums physiques, des extrants physiques d'un programme et les rapporter par rapport à des coûts qui sont plus facilement mesurables dans la plupart des cas. Donc le ratio coût-efficacité indique le coût moyen en quelque sorte d'une unité d'extrait. Il permet de comparer plusieurs performances entre différents projets, différents programmes ou différentes organisations. Le coût-utilité, c'est un coût qui rapporte l'utilité, le bien-être sur le volume des dépenses. Voilà, je m'arrête là dans un premier temps.